Bonsoir à tous et bienvenue. Vous venez de voir les yeux dans les yeux avec le président de la Cour des comptes, M. Stanislas Zwin. Nous parlons ce soir, nous avons un petit quart d'heure pour débattre de la gouvernance des HUG. Les HUG, ce sont les hôpitaux universitaires de Genève. Je vous rappelle un ou deux chiffres. 11 148 collaboratrices ou collaborateurs, c'est énorme évidemment. Plus de 6 000 médecins, 1700 médecins, plus de 6 000 infirmiers ou infirmières, c'est un immense paquebot. Des problèmes ont été relevés par la Cour des comptes lors d'un audit présenté ce matin, 10 heures par M. Zwin. Problème dans la gouvernance, le nombre d'autorités au fond de gouvernance entre le conseil d'administration, la direction et d'autres. Et puis le manque de circulation de l'information. On va retenir cela en s'intéressant bien sûr à ce qui nous concerne le plus, c'est la qualité évidemment des prestations offertes aux patients qui fréquentent les HUG. Nous avons 3 personnes ce soir pour en débattre. Tout d'abord, le conseiller d'État Mauro Poggia. Bonsoir Monsieur Poggia. Bonsoir Monsieur Descaillés. Tout va bien Monsieur Poggia? Tout va bien, oui. Juste une question sur quelque chose qui n'a rien à voir. Vous allez avec le conseil d'État incorporé à Berne demain pour assister après-demain à l'élection du Conseil fédéral. Votre collègue Maudet est candidat, évidemment. Oui. Vous écrivez un blog, vous dites au fond, Monsieur Cassis, il parle toujours de son italianita, son italianité. Pour vous, ce n'est pas un facteur majeur? Je crois qu'effectivement, quand on met en avant ce genre de critères, c'est un critère qui devrait normalement passer après les compétences. Monsieur Cassis, pour moi, n'est pas représentatif des problématiques tessinoises et je pense que mettre en avant le fait qu'il vient d'un canton où l'on parle italien n'est pas un critère suffisant pour en faire un bon candidat. Monsieur Poggia, vous avez été parlementaire fédéral, vous étiez conseiller national, MCG, hein, Oui. alors que votre collègue Roger Gollet, il est MCG, mais membre du groupe UDC. Vous, c'était pas trop votre sensibilité, vous étiez resté en dehors. On avait quelques petites divergences, oui. Mais vous, vous votiez pour l'élection des conseillers fédéraux. Vous voteriez Maudet? Sans hésiter, je pense que c'est quelqu'un avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, il faut le dire, mais qui est quelqu'un qui est indiscutablement honnête, droit, compétent, intelligent, ouvert aussi à la critique et capable de changer d'avis. Je pense que c'est de cela que l'on attend d'un futur conseiller fédéral, pas quelqu'un qui jette son passeport italien pour plaire à l'UDC ou qui est pour la légalisation de la cocaïne pour plaire à la gauche. Votre passeport italien, vous l'avez toujours? Je l'ai toujours, je le garde. On Dans me la poche prend avec gauche. ou sans. Dans la poche gauche. Non, c'est pas sur moi. Ça peut être utile. Mais oui. Monsieur Poggia, vous restez avec nous. On a quelques minutes pour débattre de cette gouvernance des HUG. Le topo, vous le connaissez si vous avez vu les yeux dans les yeux, des problèmes d'informations qui ne circulent pas. Et puis également ce fameux bureau du conseil d'administration qui aurait accaparé pas mal de pouvoirs. Bonsoir Thomas Blaisy. Bonsoir Pascal Descaillés. Député UDC, très actif dans les questions de santé. Et puis bonsoir, non moins actif, le médecin vous-même. Vous êtes pharmacien, médecin Bertrand Boux, Oui, bonsoir. Je commence avec vous, Monsieur Boux. Cette circulation qui ne fonctionne pas, ces incidents qui ne remontent pas à la connaissance d'une partie du conseil d'administration, et ce conseil d'administration des HUG, dont le bureau se serait arrogé le monopole de la connaissance de certains dossiers. Qu'en pensez-vous ? Ben, je pense que c'est le résultat des problèmes qu'on a avec tous les conseils d'administration des régies publiques. Ça veut dire que le bureau du conseil d'administration n'a pas confiance dans ses administrateurs, donc il ne fait pas circuler l'information avec comme but de ne pas avoir de fuite possible. Et je me dis que les administrateurs, sans avoir la notion de certains rapports, je ne vois pas comment ils peuvent jouer leur rôle d'administrateur. Je rappelle qu'ils sont responsables selon la loi et que s'il y a des choses qui se passent, ils sont responsables et ils n'ont pas eu l'accès à l'information. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est gênant. On ne donne pas l'information nécessaire. Et puisque les gens n'aient pas confiance et qu'ils ne remontent plus les informations au niveau du conseil d'administration ou de la direction de l'hôpital, c'est aussi dans un paquebot aussi grand que l'hôpital extrêmement dangereux, je trouve, parce que là, il peut y avoir des problèmes qui peuvent mettre en cause la santé des gens. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout en tête, l'organisation de nos régies, comme les grandes régies, les TPG, les services industriels, il y a le conseil d'État tout en haut, puis au niveau de la régie, il y a un conseil d'administration, qui est l'organe suprême, puis après il y a une direction, puis après il y a toutes sortes, évidemment, de départements. Monsieur Blaisy, j'en viens quand même à ce qui m'a semblé le point principal ou l'un des points majeurs, ce bureau qui aurait fait une sorte de putsch interne sur la rétention de l'information. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, il faut dire que le champ de traitement en fait, du rapport de la Cour des comptes est sur un champ qui est très étroit, c'est-à-dire qu'il se concentre sur un service, donc la stérilisation, et sur ce rapport entre le conseil de direction et le conseil d'administration.
Il trouve quand même 17 dysfonctionnements qui sont sur cette toute petite partie des HUG, dont 3 majeurs. Le problème de la transmission d'informations au conseil d'administration, l'organe de tutelle, donc le conseiller d'État en charge, qui siège en même temps que l'organe de surveillance, qui est quand même pas courant et pas forcément souhaitable. Et le troisième, c'est évidemment le fait que les collaborateurs de Guerlas, à force de signaler des problèmes qui ne sont pas réglés, arrêtent de remplir des rapports d'incidents et qui, eux, touchent directement aux soins. Ce dont nous avons parlé avec M. Zwin dans les yeux. Alors, puisque vous êtes en cause, vous êtes le ministre de tutelle, finalement, comme ministre de la Santé. Comment vous voyez ce rapport? Et puis, au fond, cette question du bureau, parce qu'elle me semble centrale, M. Poggia. Oui, d'abord, il faut quand même rappeler que la Cour des comptes est là pour donner des pistes d'amélioration. Donc, ce qui est appelé dysfonctionnement par M. Blaisy, ce sont des points qui doivent être améliorés, qui ont été améliorés depuis lors, qui relevaient pour certains de plusieurs années. Alors, concernant le bureau et le conseil d'administration, il faut rappeler que c'est un conseil d'administration dans lequel tous les partis politiques représentés au Grand Conseil sont représentés, l'UDC et le PDC sont représentés. Personnellement, j'y assiste également en tant que chef du département. Je n'ai jamais entendu personnellement aucun membre du conseil d'administration se plaindre de devoir rendre une décision sans disposer des informations nécessaires. En ce qui concerne le cas particulier, qui fait l'objet précisément de la remarque pertinente de la Cour des comptes. La stérilisation? Non, ce n'est pas la stérilisation, ça on y reviendra, c'est au niveau de l'information, plutôt au niveau des services. Mais au niveau des documents, des rapports qui n'ont pas été remis au conseil d'administration, ce sont des rapports qui avaient été demandés, qui n'ont pas été cachés, dont on a informé, et j'étais présent, le conseil d'administration, qu'ils ne seraient pas remis parce qu'il y avait une procédure pénale, en l'occurrence, qui avait été ouverte sur dénonciation des HUG, et pour des questions de secret de fonction, dans la mesure où précisément, dans ce domaine particulier, toutes les informations qui étaient transmises au conseil d'administration se retrouvaient systématiquement dans les médias. Il a été proposé et accepté par le conseil d'administration que les informations ne soient pas données. Ce n'est pas optimal, mais il faut bien se rendre compte qu'il faut à un moment donné mettre en balance secret de fonction et transparence. Mais la Cour des comptes tranche, elle estime, j'ai pas le passage sous les yeux, mais j'ai lu plusieurs fois ce rapport cet après-midi, que les informations doivent être données. Que l'information doit primer sur le secret de fonction. Oui, j'en prends acte. Il faut bien savoir qu'il y a une problématique avec, et l'a dit très justement M. Boux, avec ces conseils d'administration pléthoriques au niveau des membres, qui sont tous individuellement de qualité, mais qui sont pour la grande majorité des politiques qui sont là aussi pour faire de la politique. M. Blaisy fait de la politique ici aujourd'hui en mettant le doigt sur ce qu'il qualifie de dysfonctionnement, mais il a raison de le faire et je ne lui dénie pas le droit de le faire. Donc il faut se rendre compte qu'à un moment donné, lorsqu'une affaire est particulièrement difficile au centre, je dirais, des médias, il s'agit de préserver les personnes dont les noms sont indiqués dans les rapports et de ne pas les jeter en pâture à un conseil d'administration. Le fait que cette émanation du conseil d'administration, qui est le bureau à peu près 5 personnes, je crois, au fond, ait pris beaucoup de pouvoir et concentré beaucoup de pouvoir, vous gêne? Ça me gêne, mais c'est dans toutes les régies comme ça. Ça veut dire qu'il faut voir que si on veut redonner du pouvoir à un conseil d'administration, il faut que les administrateurs soient moins nombreux, mais c'est le grand débat entre la droite et la gauche et on n'aura jamais la décision là-dessus. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi que les administrateurs aient des compétences métiers pour juger de ce qu'on leur donne. Et c'est intéressant, dans le rapport de la Cour des comptes, on parle aussi de devoir faire plus de séances du conseil d'administration, avec des séances plus longues, pour pouvoir aller à fond dans certains problèmes et avoir aussi une stratégie, parce qu'il y a aussi une critique sur la stratégie de l'hôpital qui n'est pas très claire sur les prochaines années. Donc là, c'est un total, on voit que 11 000 personnes à gérer, c'est hyper compliqué. Ça demande des compétences très pointues et on ne peut pas commencer à faire de l'amateurisme dans ce genre de choses. Alors je peux comprendre le conseil d'administration, le bureau qui dit « Ouh là là, il faut qu'on garde les informations pour ne pas les transmettre parce que ça va partir dans la presse ». Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire fonctionner un conseil d'administration, alors à moins qu'on pense que les administrateurs sont là pour pantoufler et toucher les jetons de présence. Oui, j'espère que ce n'est pas le cas, en tout cas. Je sais pas. Juste encore sur cette... moi, la question du bureau me trotte dans la tête. D'abord, personne ne sait qu'il existe un conseil d'administration des HUG, et encore moins de gens dans le grand public qui nous regardent ne sait qu'il existe un bureau qui a accaparé les pouvoirs. Ça vous gêne ?
Ça me gêne beaucoup parce que le conseil d'administration, c'est finalement que l'extension de la population au travers des élus qui y sont. Donc finalement, on cache des informations à la population. Que ces méthodes soient employées au niveau des HUG ne m'étonne pas puisqu'on a finalement un conseiller d'État qui, j'en suis désolé, mais a été condamné au niveau du tribunal fédéral dans des affaires médicales pour non-respect de la LIPAD, c'est-à-dire l'accès du citoyen aux informations assez récemment. Donc finalement, ce n'est qu'un modèle. Je vous laisse répondre. Ce n'est qu'un modèle qui est finalement propagé. Ensuite, le président Canonica n'a pas enlevé dans certains secteurs ou dans certains dossiers. Il a bloqué tous les dossiers. Il l'a bien dit aujourd'hui à la conférence de presse, c'est tous les dossiers et c'est une décision personnelle. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait que le conseiller d'État siège avec l'organe de surveillance, ça c'est quelque chose qui est bien antérieur à l'arrivée du conseiller d'État actuel et c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Je vous laisse répondre, M. Je ne peux pas vous Potier. laisser mettre en cause le président François Canonica, qui est un homme qui a le respect de la transparence et de l'information. Depuis qu'il est à la tête du conseil d'administration, il a organisé plusieurs séances pour précisément, avec l'accord de l'ensemble des membres du conseil d'administration, réorganiser la gouvernance, qui est quelque chose de compliqué. Le conseil d'administration se réunit une fois par mois. Entre-temps, ce grand paquebot doit naviguer. Il y a une direction générale, mais la direction générale ne peut pas prendre des décisions sans en faire part à d'autres personnes. Il y a des membres du conseil d'administration qui font partie du bureau, qui sont donc la courroie de transmission entre le bureau et le conseil d'administration. Donc il faut certainement améliorer la transmission de l'information. De là à dire qu'il faut ouvrir l'ensemble des dossiers au conseil d'administration, je pense qu'il faut regarder de cas en cas parce qu'il y a une pesée des intérêts à faire dans chaque situation. Mais M. Poggia, encore une fois, je n'ai pas en tête la littéralité de ce que dit le rapport de la Cour des comptes, mais il dit quelque part, il dit que cette accaparation ou accaparement, pardonnez-moi, des pouvoirs par le bureau du conseil d'administration n'est pas conforme au droit. Alors, je suis d'accord. Je pense qu'il faut améliorer le système. D'ailleurs, il a été amélioré. Je pense qu'il faut aussi dire que le bureau a fonctionné ainsi parce qu'il avait toujours fonctionné ainsi et qu'aucun membre du conseil d'administration, à un moment donné, ne s'est plaint d'un manque de transparence en sommant le bureau de transmettre des documents. Donc cette manière de procéder était aussi cautionnée par le conseil d'administration. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut faire les choses autrement, on le fera autrement. Il faut bien être attentif que le faire autrement implique d'autres risques qui peut-être seront épinglés dans un prochain rapport. Est-ce que le président du conseil d'administration doit tirer les conséquences ou les leçons de ce rapport de la Cour des comptes? Mais bien sûr, et puis ces dysfonctionnements, c'est quand même assez impressionnant qu'avec ce volume de personnes à la tête des HUG, il faille attendre un audit de la Cour des comptes pour que des réactions et puis des actions soient entreprises. Ça aurait bien dû être fait en amont. Je rappelle qu'on a quand même eu pendant une période en 2012 deux présidents, deux directeurs de l'hôpital cantonal à 550 000 francs, un directeur du conseil d'administration, un président du conseil d'administration à 120 000 francs, un conseiller d'État, bon, comme on est, je ne trahirai pas son salaire, mais bon, qui est aussi assez élevé, on peut quand même attendre qu'on n'ait pas besoin de la Cour des comptes pour finalement nous dire ce que ces gens-là doivent faire. Ils sont quand même assez payés assez cher pour que la machine fonctionne. On a effectivement 11 000 collaborateurs qui travaillent pour les HUG et pour l'UDC, c'est particulièrement important de savoir dans quel contexte et dans quel climat ils travaillent. En 10 secondes de conclusion, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous améliorer en toute urgence, en toute priorité, M. Bouks? Ce qu'il faut améliorer, c'est la composition du conseil d'administration. Clairement, pour nous, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, régler une fois la dépendance des grandes régies avec le Conseil d'État et le canton. Je crois qu'il y a partout, il y a le même problème. C'est qu'est-ce qu'ils doivent faire, à qui ils doivent rendre des comptes. Et je pense qu'il y a une indépendance beaucoup plus grande qui devrait être donnée à ces régies. Vous êtes vous-même le ministre de tutelle, alors qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais dire quand même à M. Blazy que je suis là depuis décembre 2013, donc il nous parle de 2012. Donc il y a une continuité, il n'y a pas de problème, j'assume volontiers. M. Canonica est arrivé d'ailleurs après moi, ça c'est la première chose. Et autre chose, je pense qu'il faut dire à nos téléspectateurs que la qualité des soins n'a jamais été mise en cause, que nous avons un hôpital universitaire qui est une référence au niveau suisse et au niveau international, qui pratique la médecine hautement spécialisée avec l'aval des autorités fédérales parce qu'il en a parfaitement les compétences. Nous avons des gens de très grande qualité qui travaillent au HUG et je ne voudrais pas que ce rapport puisse être interprété comme une défaillance dans la qualité des soins. Oui, je précise que vraiment la qualité des soins et la qualité médicale n'est pas en cause dans notre débat de ce soir. On parle gouvernance, évidemment, c'est plus abstrait, mais c'est bien le thème de la Cour des comptes. 10 secondes de conclusion, vraiment, parce que
je dois terminer. Très rapidement, on a déposé une motion sur les problèmes en ophtalmologie. Monsieur le concitoyen nous a traité de colporteur de ragots à l'époque. Et 3 ans plus tard, nous avons le directeur de l'hôpital qui dit à qui veut l'entendre qu'il a réglé des problèmes, je le cite, dramatiques dans les services d'ophtalmologie. Alors bien sûr que ça a touché la qualité des soins. On en reste là. Thomas Bien, je ne Blaisy. répondrai pas. Monsieur Blaisy fait feu de tout bois. On peut répondre à chacune de vos attaques. Nous avons répondu à la motion dont vous parlez. Nous vous avons dit qu'il y avait effectivement des problématiques, qu'au moment où vous avez déposé votre motion, les démarches étaient déjà en cours. Mais il est normal, On conclut, hein, Monsieur Blaisy, que dans un paquebot de 12 000 collaborateurs, il y ait à un moment donné des problèmes qu'il faut régler. Il y a des gens qui sont payés pour On en cela, reste vous là, l'avez dit, Thomas Blaisy. et qui font leur travail. Merci de Mauro Merci à Poggia, conseiller d'État chargé notamment de la santé, hein, puisque c'est de ça qu'on parlait ce soir. Thomas Blaisy, député UDC, Bertrand Boux, Pascal député PDC. Alors demain, Jérémy Sédou et Valentin Emery vont aller prendre un peu la température de la nuit des longs couteaux. Le Conseil d'État incorporé sera sur place. Et puis, on fera évidemment une petite place à Genève à chaud en début d'émission à Jérémy. Et puis Valentin sera dans le journal pour savoir quelle est l'ambiance et puis quel est le degré d'enfumage des informations à quelques heures. L'Assemblée fédérale, c'est après-demain à partir de 8 h du matin, élection du successeur de Didier Burkhalter. Merci, messieurs. Excellente soirée. À demain. Au revoir.